Jeu de rôle, frontière de l'infini, vers laquelle voyage le podcast d'History. Audio Release, bonjour, c'est Kaifer, bienvenue pour un nouvel épisode de JDR en kit, où je vous présente en moins de 20 minutes un jeu de rôle, son système, son univers, à travers son kit de découverte, son kit d'initiation. Et vous l'avez vu aujourd'hui avec la miniature, le titre et également la petite intro, on va parler d'une saga spatiale extrêmement populaire, Star Trek. Star Trek, c'est une saga de science-fiction de Gene Roddenberry qui a été lancée en 1966, et oui, c'est pas tout jeune, hein. Les multiples séries comptent près en cumulé de 800 épisodes, et il y a également plusieurs films, dont les reboots qui sont des histoires en fait dans une timeline parallèle, qui sont très populaires, qui ont été faits par J.J. Abrams. C'est un monde où l'humanité a dépassé ses conflits pour explorer l'espace. Un futur optimiste où l'humanité est partie explorer les étoiles au sein de la Fédération des Planètes Unies avec d'autres peuples qu'ils ont rencontrés en chemin, surtout les Vulcains, lors du premier contact. À travers ces missions, on va suivre l'équipage de vaisseaux mythiques, légendaires, même comme l'Enterprise. Ils vont découvrir de nouveaux mondes, faire face à des petites rivalités, des enjeux politiques, même être face à des dilemmes psychologiques, philosophiques, et toujours remettre au centre de la série qu'est-ce que c'est être humain, qu'est-ce que c'est être uni, qu'est-ce que c'est en fait de dépasser nos préjugés, de dépasser les différences et de dépasser les conflits. Star Trek est un univers que j'ai découvert un peu sur le tard, avec les films en fait de J.J. Abrams pour le coup, et je l'ai surtout approfondi depuis la série Strange New Worlds, que je trouve vraiment excellente, et qui, pour un non-initié comme moi, m'a semblé très pertinente et très facile d'accès. Personnellement, j'en ai parlé avec des personnes qui adorent Star Trek, dont notamment les éditeurs français de cette version de Star Trek Adventures, et eux-mêmes reconnaissent que Strange New Worlds est une super porte d'entrée pour pouvoir découvrir Star Trek. Et connaître Star Trek, ça va vous aider pour prendre en main ce titre d'initiation parce qu'il n'y a pas de contexte à l'intérieur. Le titre d'initiation, donc, qui est proposé en VO par Modifius et son système 2D20, en français chez Entremonde Éditions, donc à la direction éditoriale Simon Gabillot, Colin Pignat, et à l'éditorial Frédéric Meurin. Eh bien, dans ce titre de 48 pages, il n'y a pas de contexte. On ne vous explique pas ce que c'est Starfleet, on ne vous explique pas ce que c'est le premier contact, l'émission de Starfleet. On part du principe que vous connaissez déjà l'univers de Star Trek. Après, c'est difficile pour moi de vous dire si on peut jouer le scénario et le titre sans connaître vraiment Star Trek. Est-ce que ça se suffit à lui-même? Peut-être bien, c'est sûrement réfléchi comme ça, mais connaissant déjà Star Trek, en ayant pris en main le titre, forcément, je pense que mon avis est un peu biaisé. Donc, difficile pour moi de vous dire si c'est facilement accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas Star Trek et qui voudrait juste faire du space opéra ou du futuriste sans avoir les bases. Comment savoir si ça peut être fait pour vous déjà, avant même de vous parler de mécanique de jeu, est-ce que ça peut vous plaire? Star Trek, ça va vous proposer des aventures d'exploration. Déjà, en premier temps, le but, dans la base des aventures de Star Trek, c'est d'envoyer un vaisseau dans l'espace, aux confins de l'espace connu, pendant une durée de 5 ans, pour aller découvrir, repousser les limites connues en fait de l'espace, d'aller un peu cartographier cet espace inconnu, et comme ils le disent si bien en introduction, découvrir d'autres formes de vie, d'autres civilisations, et au mépris du danger, d'avancer vers l'inconnu. Moi j'adore cette petite introduction, moi je trouve qu'elle représente très bien ce que j'ai compris de Star Trek et ce que j'aime dans Star Trek, c'est ce côté repousser les limites de l'inconnu, c'est vraiment les premiers explorateurs, avec toujours cette idée qu'on peut rencontrer des choses plus puissantes que nous, et qu'il faut arriver à les comprendre, et si on ne les comprend pas, à se poser des questions et se remettre nous-mêmes en question par rapport à ces puissances qu'on rencontre. Il y a également dans Star Trek beaucoup de civilisations qu'on va rencontrer qui sont technologiquement inférieures à la Fédération des Planètes Unies, qui n'ont pas encore découvert le voyage spatial, qui donc il ne faut pas influencer. C'est la directive première, la fameuse directive première que tous les capitaines de Star Trek ne respectent pas, mais à la base, il ne faut pas interférer avec des espèces qui ont un niveau de développement qui n'auront pas permis d'atteindre le voyage spatial, et ça peut donner des épisodes très fun. Star Trek, c'est également du voyage dans le temps, du monde parallèle, voilà. On peut vraiment s'éclater avec Star Trek, et ce qui est cool pour le jeu de rôle, c'est qu'on peut faire notre propre timeline de Star Trek. Je veux dire, on peut même se dire, ok, je connais pas beaucoup Star Trek, et c'est pas grave, parce que je vais faire mon univers de Star Trek, parce que c'est canon dans l'univers de Star Trek, il y a plusieurs univers parallèles, en fait. Ils vont même naviguer des fois entre ces univers parallèles, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de votre connaissance détaillée de Star Trek, puisque vous pouvez toujours jouer dans votre propre timeline
de l'univers. Star Trek, c'est un univers qui me plaît aussi énormément parce que l'humanité a dépassé ses conflits. On a dépassé le racisme, le sexisme. On n'a plus d'homophobie, de xénophobie. Voilà, tout ça, ça n'existe plus. L'humanité est sous une même bannière après des années de guerre qui ont presque décimé la population terrienne. Tout le monde s'est uni sous une même bannière et on va avoir des personnages qui sont hauts en couleur, qui viennent d'ethnies très différentes, de pays à la base très différents, qui ont des noms russes, qui ont des noms japonais, qui ont des noms africains, etc. Mais ce n'est jamais un sujet de problématique dans l'univers de Star Trek. Ça va même être une force pour eux. Ils vont même pouvoir parfois s'appuyer sur leur culture d'origine pour résoudre des problèmes, mais ce ne sera jamais une source de problèmes. Et ça, j'aime énormément qu'on ait dépassé un petit peu tout ça. La série Star Trek, depuis 66, a été pionnière dans ce genre d'avancée. On dit souvent que le Star Trek, ça a été la première fois à la télévision qu'on a une série avec un homme blanc et une femme noire qui se sont embrassés. On a également des couples homosexuels assez tôt, on a des personnages androgynes assez tôt, et c'est vrai que c'est assez plaisant de jouer dans un univers où en fait on n'a pas à jouer ce genre de problèmes qu'on rencontre déjà au quotidien et qui sont déjà assez pesants dans notre vie de tous les jours. Enfin, c'est un univers où chaque personnage est talentueux et vraiment spécialisé. Il y a plusieurs corps de métier dans Star Trek, il y en a 3. Et en fait, chaque membre d'équipage est talentueux. On n'a pas un membre d'équipage qui est moins bon que les autres, ou qui est béné, ou quoi que ce soit. Non. On part du principe que quand vous êtes sur un équipage de Starfleet, vous êtes une personne compétente. Et on joue forcément des personnages compétents qui travaillent avec des personnages compétents. Les conflits entre personnages, ça peut venir de drama, ça peut venir de décisions où ils ne sont pas d'accord, mais ça ne vient jamais d'une incompétence. Et ça, c'est très plaisant également à jouer et assez différent. Tout ça n'évite pas évidemment d'avoir des conflits, même des guerres spatiales très sanglantes. Les planètes unies et Starfleet sont souvent opposés à des ennemis qu'ils vont retrouver tout au cours de leur histoire, parce que l'histoire de Star Trek s'étend sur des centaines d'années, véritablement. Il y a des centaines d'années qui se déroulent dans l'univers de Star Trek. Et forcément, il y a des batailles qui vont être menées contre certains peuples qui parfois vont devenir des alliés plus tard. C'est assez intéressant. Je pourrais en parler très longtemps, mais on va parler maintenant du jeu de rôle. Le PDF fait donc 48 pages et nous permet de découvrir les règles du jeu sur un peu moins de 29 pages. Également un scénario qui fait une dizaine de pages et ensuite des fiches de personnages et la fiche du vaisseau pour jouer ce scénario de découverte. On commence directement avec un tout petit résumé de la mécanique de base du jeu. Donc on va jouer avec 2D20, c'est le système 2D20 de Modifus. Ne venez pas qu'avec seulement 2D20 pour jouer, ça peut monter jusqu'à 5D20 léger puisque vous pourrez rajouter des dés lors de votre jet. Et pour mieux comprendre ce système, on nous présente d'abord le fonctionnement d'un personnage. Donc, dans Star Trek Adventures seconde édition, ou V2, ça dépend comment je le dirais, un personnage est d'abord déterminé par des attributs. Il y en a 6, maîtrise, audace, forme, intuition, présence et raison. Maîtrise, c'est l'autodiscipline, la coordination et la précision, l'audace, c'est la bravoure, la réactivité, la forme, c'est la force physique, l'intuition, c'est appréhender l'environnement, la présence, c'est sa personnalité, la raison, c'est sa logique. Ces attributs vont aller de 7 à 12 en valeur chiffrée. Ensuite, vous avez des fonctions. Un personnage possède également 6 fonctions qui dépend de son entraînement. Là, ce ne sont pas les qualités naturelles d'un personnage, c'est son entraînement, c'est ce qu'il a développé lors de sa vie et de son entraînement à Starfleet. Et donc, il y en a 6, le commandement, la navigation, l'ingénierie, la sécurité, la médecine et la science. Les fonctions, c'est vraiment très lié à ce qu'on peut connaître de Star Trek, en fait. Dans Star Trek, les équipages, vous avez des commandants, des capitaines, des lieutenants, vous avez les experts de navigation, les pilotes, vous allez avoir ceux qui vont travailler à l'ingénierie, vous avez les agents de sécurité à l'intérieur, vous avez les scientifiques et les médecins, voilà. Ces fonctions-là vont couvrir tout le champ des personnages qu'on voit naturellement dans Star Trek. À côté de ça, un personnage est aussi déterminé par des spécialisations qui vont vous permettre de teinter un peu plus votre personnage, de lui donner des particularités, des champs d'expertise différents des autres. S'il y a 2 personnages scientifiques à votre table, ils vont avoir des spécialisations différentes qui donneront des intérêts différents à les jouer. Lorsque vous allez faire un jet, vous allez additionner votre valeur d'attribut et votre valeur de fonction. Le nombre obtenu par cette addition vous donne ce qu'on appelle le seuil de réussite. Mettons que l'addition de mon attribut et de ma fonction fait 12, mon seuil de réussite sera à 12.
Le MJ va annoncer la difficulté de 0 à 5. Ce sont les nombres de dés qui devront faire égal ou moins que votre seuil de réussite. Et oui, plus votre seuil de réussite est haut, plus ce sera facile, avec les D20, de faire un score inférieur à votre seuil de réussite. Au contraire, si vous utilisez des fonctions ou attributs qui ne sont pas vos spécialités, vous allez avoir un seuil de réussite très bas, donc les dés ont plus de chances de faire au-dessus de votre seuil et donc d'échouer votre tâche. Donc, attribut plus fonction égale seuil de réussite, on doit faire inférieur ou égal avec ces D20. Si le MJ met une difficulté à 2, 3 ou 4, ce sont le nombre de réussites que vous devez faire avec vos dés. Ça veut dire qu'avec 2 dés, de base, vous allez me dire, mais on peut faire que 2 réussites, forcément. Oui, bien sûr. Mais si vous faites un 1 sur un de vos D20, ça compte pour 2 réussites. Également, vous avez la possibilité, en dépensant de l'impulsion ou d'utiliser certains de vos avantages, certains de vos talents de personnage, de pouvoir lancer plus de dés, jusqu'à maximum 5 D20 dans une tâche. Également, je vous avais dit que votre personnage peut avoir des spécialisations, par exemple l'astronavigation. À chaque fois que votre spécialisation peut vous aider sur un jet, quel que soit le combo que vous avez fait d'attributs et fonctions, eh bien ça vous permet d'améliorer vos chances de réussite critique. Je vous avais dit qu'une réussite critique, c'est sur un 1 sur le dé. Eh bien, si une spécialisation est en jeu, vous pourrez faire une réussite critique sur un peu plus que 1. En fait, vous ferez une réussite critique si n'importe quel dé fait un résultat inférieur ou égal à votre fonction. Quand je vous ai dit, par exemple, la fonction, c'est le commandement, c'est l'entraînement du personnage. C'est une des 6 fonctions de votre personnage. Je vais prendre un exemple. Le docteur Voral, qui est un des personnages pré-tirés, va faire un jet de médecine. Elle va d'ailleurs ajouter son score de raison avec son score de médecine. Elle a 12 en raison, 5 en médecine, ça fait donc 17. Ça veut dire qu'avec ces 2 D20, tout ce qui va de 1 à 17 va compter comme une réussite. C'est normal, c'est sa spécialité, elle est talentueuse, ça marche bien. Elle a la spécialisation médecine d'urgence, et disons que dans notre situation, ça l'aide. Ça lui permet donc de pouvoir faire une réussite critique à partir de son score de fonction de médecine. Comme elle a médecine à 5, elle fera réussite critique sur les dés qui font 1, 2, 3, 4 ou 5. Et ces dés-là, du coup, compteront pour 2 réussites. Ce qui lui permet, avec 2 D20, de pouvoir potentiellement faire 3 ou 4 réussites. Notez qu'il y a une ressource partagée à table qui s'appelle l'impulsion, qui est dans un bocal, qui est limité à 6 de mémoire, et que cette impulsion, vous la générez en faisant des réussites supplémentaires à celles demandées par le MJ pour réussir, et que ces impulsions peuvent être ensuite dépensées pour créer des opportunités ou plein de choses en combat ou hors combat qui sont dans un tableau que vous pourrez consulter. À côté de ça, la détermination vous permet d'avoir des réussites automatiques en confisquant un de vos dés à la place, et les talents vous permettent le plus souvent de réduire à 0 les achats de dés supplémentaires. De l'autre côté, le meneur de jeu peut générer lui aussi des points de menace et des complications. Les complications apparaissent lorsque vous faites 20 sur le D20. C'est forcément un échec. À ce moment-là, le MJ peut déclencher des complications. Également, tout comme vous pouvez avoir des déclenchements de réussite critique plus faciles avec vos spécialisations, vos spécialités, le MJ peut augmenter les marges de complications pour que vous fassiez un échec critique sur un 17, 18, 19 ou 20 par exemple. Voilà, ça s'appelle la marge de complication et ça peut vraiment donner un moment assez intense à la table quand la marge de complication est d'un seul coup augmentée, quand la tension est à son comble. Et je vous le disais, le MJ peut donc récupérer des points de menace, soit avec les dés de complication, si vous faites un dé de complication, soit si vous décidez de lui donner des points de menace pour pouvoir lancer des dés supplémentaires. Et le MJ également a une table pour dépenser ces points de menace, créer des complications, utiliser les capacités des PNJ, etc., leur donner des dés supplémentaires également, etc., etc. Notez qu'avec ces points d'impulsion, points de menace, on peut également créer des traits dans une scène dans laquelle vous jouez est déterminée par des traits, est encadrée, je dirais même par des traits qui influencent cette scène, que ce soit dans le noir, que ce soit hyper lumineux, que ce soit porte blindée et verrouillée. Voilà, ce sont des traits qui font que la scène est encadrée par quelque chose qui ne peut pas bouger tant que vous n'influencez pas ces traits. Vous pouvez influencer ces traits pour les faire disparaître, pour qu'ils vous donnent un avantage ou pour justement gommer le désavantage qu'ils peuvent vous donner lors de vos jets. Les conflits se jouent avec des jets en opposition. Vos personnages ont une jauge de stress. Il n'y a pas de point de vie, mais vos personnages ont une jauge de stress. Et quand ils prennent, on va dire, des dégâts, ils vont prendre du stress en cochant des cases de leur jauge de stress. Cette jauge de stress peut également être mise en jeu lorsqu'il y a des moments difficiles ou lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des conditions
intense, hostile d'environnement, hein, très froid, très chaud, où vous n'avez pas mangé, pas bu depuis longtemps, etc. Voilà. Pour les affrontements, il y a tout un système également de portée, il y a un système qui tient compte du terrain difficile, des obstacles qu'il peut y avoir en chemin, ou du matériel que vous pouvez avoir sur vous. Lorsque vous êtes en scène d'action, vous avez une action mineure et une action majeure à faire. Les actions mineures, c'est interagir, prendre un objet, se déplacer, se préparer, se relever ou viser, par exemple. Les actions majeures, c'est aider, attaquer, créer un trait, défendre, donner un ordre, prévoir ce qui va se passer, faire les premiers secours, sprinter pour avancer de 2 zones. Voilà, ça c'est plutôt les actions majeures. Vous avez une manière particulière de dépenser l'impulsion en combat. Vous allez avoir d'autres options d'impulsion en combat pour dépenser vos petits points que vous générez. Et ensuite, en combat, il y a également tout un système d'armement et de défense qui va rentrer en jeu. Les défenses vont réduire les dégâts que vous recevez. L'armement va avoir des mots-clés qui seront importants en combat. Discret, imprécis, précis, puissant, perforant, qui peuvent être létal, non létal, affaiblissant. Voilà, il faudra bien tenir compte des mots-clés de vos armes pour savoir ce qu'ils font. Et on arrive ensuite, page 29, au scénario qui s'appelle l'algorithme céleste. Donc c'est un scénario que j'ai fait jouer, donc je vais pas vous spoiler évidemment, mais je peux vous dire ce que j'en ai pensé en tant que néo-fan de Star Trek depuis 2 ans. D'ailleurs, si vous intéresse, il devrait très bientôt sortir sur Dice Story Actual Play, le 2e podcast de la chaîne où on met que les parties enregistrées. L'algorithme céleste, c'est un scénario qui pour moi fait très Star Trek, dans le sens où il nous met face à l'inconnu, à quelque chose d'inconnu, une structure, une rencontre du 3e type qui est inconnue de Starfleet et qui a l'air supérieur technologiquement à tout ce qu'on connaît. Voilà, je vais pas aller plus dans le spoil parce qu'il y a toute une phase justement de comprendre ce que c'est, de comprendre ce que cette structure veut et à quoi ça va mener ensuite, mais ça ressemble beaucoup à ce que j'ai pu voir dans du Star Trek jusqu'à présent, surtout ce Strange New World. C'est en 3 actes, ça se joue vraiment en une soirée. Ça prend place aux alentours de 2259, donc c'est complètement pendant la série Strange New Worlds, on y revient à chaque fois. C'est quelques années avant la série originale avec l'Enterprise et le capitaine Kirk, mais on est dans le vaisseau qui s'appelle l'USS Challenger. On n'est pas dans l'Enterprise, le vaisseau le plus connu de Star Trek. Nous on jouera avec l'USS Challenger, mais je peux vous dire que l'USS Challenger va avoir des découvertes fabuleuses, bien sûr. On va ensuite avoir plusieurs pré-tirés, donc qui dépendent de chacune des 3 divisions de Star Trek. Il y a le commandement, la partie scientifique et la partie de sécurité. Donc on a le Commodore Nelazen qui est le capitaine du vaisseau spatial. On a ensuite le commandeur Xanthus qui est lui du coup dans la sécurité. Le Dr Voral qui est une Vulcaine scientifique. Le lieutenant-commandeur Burke qui est officier de Starfleet donc dans la sécurité. La lieutenante Zoé Hernandez qui est dans l'équipe scientifique. Le sous-lieutenant Rachid Kemal qui est dans l'équipe de commandement avec le pull jaune et l'enseigne Lanyard Tenan qui est dans l'équipe de sécurité avec le pull rouge. Et voilà pour la découverte du jeu Star Trek Adventures seconde édition chez Entremonde avec son titre de découverte. Évidemment le lien dans la description si vous voulez aller le découvrir. Personnellement, j'ai beaucoup aimé jouer cette aventure. Moi-même, j'avais pas énormément accroché sur Dune au système 2D20 de Modiphius, ou sur la V1 de Star Trek d'ailleurs, mais il a été un peu remanié pour cette V2, il a été plus simple, ils ont enlevé le D6, qui rajoutait un petit peu de complexité, je trouvais, au système. Alors, le plus important, c'est que ça m'a, moi, donné envie de lancer du Star Trek. Oui, c'est vrai que le test m'a vraiment donné envie de faire un peu de Star Trek, quoi, avec ce système et ce jeu. Donc, assez curieux de voir le jeu dans son entièreté lorsqu'il sera livré, ce sera certainement pour très bientôt. En attendant les amis, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas, le petit pouce, les 5 étoiles, voilà, tout ce qu'il faut, le petit commentaire aussi, le commentaire ça aide énormément sur les plateformes de podcast à mettre en avant le programme que j'essaye de faire un petit peu décoller. Des bisous à tous, à très bientôt pour un nouveau JDR en titre.